En Suède, en cette année 1958, le printemps s'est brusquement effacé pour laisser apparaître un été pressant, lumineux et chaud. Les Suédois des villes, qui s'insurgent toujours devant l'insuffisante perfection des choses, s'apprêtent à gagner la pleine nature. Un événement cependant les retient. La Suède devient le théâtre du plus grand rassemblement des joueurs de la planète, la Coupe du monde de football. De Malmö à Göteborg, de Norrköping à Västerås ou d'Örebro à Stockholm, des affiches annoncent l'événement. La France, elle, timidement, annonce sa venue. Elle s'est qualifiée le 27 octobre de l'année précédente, ici, sur le stade du Heysel à Bruxelles, au terme d'une des rencontres les plus médiocres, les plus ternes, les plus creuses de l'histoire du football français. L'équipe de France ira donc en Suède. Il reste 8 mois avant l'événement et du travail reste à faire pour trouver le bon rythme. Les tricolores ne gagnent plus. Ils sont battus ou tenus en échec dans les matchs internationaux. Et la presse française ne les épargne guère. Cette équipe de France n'est pourtant rien d'autre que l'ossature de l'équipe de Reims avec ses Piantoni, Fontaine, Bliard, Vincent, Jonquet, Pinverne. Ne vient-elle pas de gagner championnat et Coupe de France? Au stade de Colombes, près de 60 000 spectateurs assistent à la finale de la Coupe de France de football qui oppose Reims, déjà champion de France aux Nîmois en maillot blanc. Nîmes est résolu, Raïs volontaire. Une passe en profondeur, Giraudot éloigne le péril. Passe à Piantoni, shoot de Fontaine sur le poteau. Le gardien nîmois sauve. Piantoni attaque. Désorganisé par l'absence de son demi, les Nîmois font face aux assauts de Reims. Bliard s'élance et fauché, mais Fontaine marque le deuxième but pour Reims. Piantoni est un merveilleux distributeur. Il passe à Vincent. Bliard reprend et marque. Par 3-1, Reims ajoute la Coupe de France à son titre de champion. Et dans l'enthousiasme de ses supporters, c'est le classique tour d'honneur. Reims, oui. L'équipe de France, non. Le match amical contre la Suisse constitue un nouvel exemple de l'inefficacité des Français. Que va faire une telle équipe en Suède, s'interrogent les journaux. Un chroniqueur va même jusqu'à prédire la France sera la formation d'un seul match ou peut-être d'une seule mi-temps. Pronostic accablant. On était presque sûr d'avoir notre place dans l'équipe avec M. Nicolas et M. Batteux, qu'on disait pourquoi forcer et se fatiguer, se vider, alors qu'on avait fait beaucoup de matchs. Nous, à l'époque, avec le Stade de Reims, on avait fait le doublé. Donc, on était pris sur plusieurs tableaux et il fallait, on ne pouvait pas se donner toujours. Et les matchs amicaux, ça ne nous intéressait pas tellement. D'ailleurs, des matchs amicaux internationaux, ça n'intéresse toujours personne. Lueur d'espoir, Raymond Kopa de Madrid où il opère annonce sa présence au sein de l'attaque. Selon le journaliste François Thébault, Kopa en France ne faisait pas l'unanimité. Tout le quotidien sportif unique à l'époque, l'équipe avait pris position contre l'incorporation de Kopa dans l'équipe de France à partir du moment où il jouait au Real Madrid. Et je me souviens qu'à l'époque, l'équipe a publié une pleine page dans laquelle sa rédaction, ses rédacteurs de la rubrique football, prenaient position pour ou contre Kopa. Et je me rappelle qu'une majorité, si mes souvenirs sont exacts, une majorité s'était prononcée contre l'incorporation de Kopa dans l'équipe de France. Kopa s'imposait d'autant plus dans cette équipe que cette équipe était à base rémoise. Il y avait déjà 5 joueurs de Reims, même 6 joueurs de Reims, si je compte Marche, qui à l'époque était passé au Racing, mais avait été formé à Reims. Il y avait une ossature rémoise, et
Coppa, qui était un produit de Reims, un produit caractéristique, tout à fait typique de Reims, apportait en plus sa classe individuelle qui était extraordinaire, ses qualités d'animateur et son expérience internationale qu'il avait particulièrement perfectionnée en jouant au Real, puisqu'il était, quand il a abordé la Coupe du Monde en Suède, il avait déjà 2 victoires dans la Coupe d'Europe des clubs. À la 25e minute, sur une passe de Rial, Raymond Coppa signe avec subtilité le premier but du Real. Dès son tout jeune âge, Raymond Coppa a manifesté des dispositions pour le football. Pour ce jeune garçon, issu de parents polonais, né à Neu-les-Mines dans le nord de la France, l'horizon fut d'abord celui-ci. C'est là, dans ces houillères du Nord-Pas-de-Calais, qu'il apprit son métier d'homme. Il souffrit dans sa chair, dut subir l'amputation d'un doigt, mais le football était sa joie de vivre. J'ai été en classe jusqu'à l'âge de 14 ans et à l'époque, comme beaucoup de jeunes dans le Nord, nous n'avions qu'une issue, c'est la mine. Et j'ai eu 3 années difficiles, 3 années où je travaillais à 612 mètres de fond, bien souvent dans la poussière, dans l'eau. C'était un travail horrible. Mais enfin, on s'habitue à tout, puisque la preuve, de 14 ans à 16 ans et demi, 17 ans, j'ai travaillé dans cette mine, mais ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir m'entraîner normalement comme tous les autres. Au concours du jeune footballeur à Paris, déjà, l'œil de certains dirigeants est fixé sur lui. On se déplace pour le voir à Neu-les-Mines. C'est finalement sous la bannière du SCO d'Angers qu'il effectue ses débuts professionnels. C'est aussi à Angers qu'il rencontre Christiane, qui va devenir son épouse, alors que bientôt s'ouvrent les portes de l'équipe de France. Marcel descend. Et près du but, passe en retrait à Foix, lequel glisse à droite vers Coppa. Exercice de finesse. Passage en force. Shoot. Et but. France 1, URSS 0. 300 Français exultent. Et par la suite, lorsque vous avez quitté la France donc pour l'Espagne, c'était un peu l'exil. Vous n'avez pas eu un petit quelque chose au cœur? L'exil, c'est exagéré. Pour moi, ça a été une promotion. J'ai quitté la 2e meilleure équipe d'Europe pour me retrouver dans la meilleure équipe du monde, tout au moins considérée comme telle à l'époque, le Real Madrid. Et la chance pour un joueur, c'est d'attirer justement l'attention de clubs de ce niveau. Et la chance pour moi, c'est de retrouver des joueurs de la classe des Di Stefano, Puskas, Rento à l'époque. Et pour moi, ça a été vraiment 3 années fantastiques. Après avoir accompli des prouesses en équipe tricolore et au stade de Reims, le Real de Madrid l'a donc accueilli. Les Madrilènes ont un faible pour celui qu'ils ont appelé en 1955 déjà le Napoléon du football. En Suède, Coppa retrouvera Piantoni. Le courage des Français va trouver sa récompense. Et en marquant un but miraculeux, Piantoni soulève l'enthousiasme et donne à la France son 9e match sans défaite. URSS 2, France 1. Est-ce la victoire pour les Soviétiques? Non, car l'équipe française livre alors un combat héroïque qui lui vaut le respect et l'admiration de la foule moscovite. Mais les Français ne laissent rien passer et leur extraordinaire furia va trouver sa récompense. Foix passe à Pinverne, qui lance Piantoni, but. Match nul, 2 buts à 2. Avec un peu de chance, les Français pouvaient gagner, mais ils ont fait un grand match qui, joué à Moscou, est presque une victoire. Tout naturellement, très tôt, dès qu'on est en âge de marcher, j'ai tapé dans un ballon, paraît-il, puisque je n'ai plus de souvenirs, moi. Mais dans le pays où je suis né, le pays haut, dans la Lorraine, il n'y avait que le football comme distraction. Alors j'avais un père qui jouait au football, j'avais un oncle qui jouait au football, donc tout naturellement, tous mes copains jouaient au football, il n'y avait pas de raison que je tape pas dans une balle également. Et insensiblement, vous sont venues les sélections de ligue, oui, j'ose dire. Oui, exact. Les sélections de l'équipe de Lorraine Cadet, parce qu'à ce moment-là, cette époque-là, il faut rappeler que c'était tout de suite après la guerre, 46, 47, 48, donc il n'y avait pas d'équipe pupille, ni mini, ni rien du tout, ça commençait seulement en cadet. Donc dans cette équipe de Pienne où j'ai joué, j'ai connu là mes premières sélections en équipe de Lorraine Cadet. Mais j'étais attiré par cette équipe de Nancy, alors que j'ai eu quand même beaucoup de contacts avec d'autres clubs professionnels, comme Bordeaux, comme Le Havre, entre autres, comme Lille, entre autres à ce moment-là. Mais j'étais attiré par Nancy. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, c'est un choix que j'avais fait, parce que j'aimais cette ville et j'aimais cette équipe de football. C'est aussi dans l'Est qu'il fera la connaissance de Gemma, son épouse, qui lui donnera 3 enfants. Heureux Piantoni.
L'un de ses coéquipiers à Reims s'appelle Juste Fontaine, meilleur buteur du championnat. J'ai débuté à Marrakech et mon père voulait pas que je joue au foot. Il me laissait faire du basket, à peu près tous les sports, sauf le foot, parce qu'il avait peur que je me casse une jambe, comme si ça pouvait arriver. En 1953, il a 20 ans et signe à l'OGC Nice. D'entrée, c'est une sorte de consécration avec la Coupe de France. 10e minute, descente du Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de Nuremberg, but. Nice 1, Marseille 0. C'est déjà un bon début dans la carrière professionnelle, même si des différends vont l'opposer à ses dirigeants. En 57-58, il connaît l'état de grâce au stade de Reims. En équipe de France, en revanche, il a du mal à s'imposer. Seul Batteux lui est favorable quand il lance « Je veux voir Fontaine jouer aux côtés de Coppa ». Pour l'heure, il est en balance avec un autre Rémois, René Bliard. Jean Vincent, enfant du Nord, a déjà connu la gloire avec Lille avant d'émigrer à Reims. Anthony attaque. Il prend de vitesse ses adversaires et Vincent place de la tête la balle dans les filets du Racing. Jean Vincent était venu d'Auchel, club amateur, avec qui il avait connu ses premières heures de gloire chez les amateurs. Oui, Auchel, c'est à quelques kilomètres de la Beuvrière, qui est mon village natal. Et à l'époque, c'était le club le plus huppé, parce que Auchel avait été champion de France en 1946. Et en plus, il pratiquait un excellent football qui m'a attiré, quoi. J'avais la possibilité d'aller au stade bétinois à Bruay, qui était un championnat de France amateur, mais je suis à La Rochelle parce que vraiment ça jouait bien, quoi. Les Français sont déchaînés et deviennent éblouissants. McLoufie contrôle. Donne à Piantoni, qui combine avec Vincent. Et à la 53e minute, Vincent marque un deuxième but pour la France. Yachine ne s'en remet pas. Comme Jean Vincent, Marian Wisniewski est aussi un pur produit de l'US Auchel, avant de passer professionnel à Lens. Je suis arrivé à Lens en 1900, je ne me rappelle plus les années, mais enfin j'ai commencé à jouer en équipe première à l'âge de 16 ans. Il y avait une communication, une communion avec ces gens, ces Lensois. C'est-à-dire c'est un club qui est bien structuré, les gens étaient super sympas. Ça fait partie vraiment des meilleurs clubs de France, j'ai l'impression. Et vos débuts à l'échelon international, vous commencez jeune quand même en équipe de France. J'ai débuté exactement à 18 ans. 18 ans contre la Suède. Alors racontez-moi ce match un peu, c'était dur. C'était très dur, hein. Surtout en plus j'avais affaire à un arrière qui s'appelait Bergmark. Ça veut dire, je crois en suédois, la montagne. Effectivement, sur le terrain, c'était une montagne. Et malgré que j'étais jeune, il ne m'a jamais fait de cadeau, hein. Et je pense que j'ai fait des débuts assez difficiles, de toute façon. Wisniewski force l'admiration par ses qualités techniques. On peut lui reprocher de manquer d'ambition, mais l'homme est pétri de classe. Le demi-centre Robert Jonquet, en revanche, constitue le rempart indispensable au sein d'une formation. Son tempérament généreux ne passe jamais inaperçu. Dans cette période-là, nous faisions environ 80 matchs par an. Parce que bien souvent, nous allions jouer en déplacement en championnat. Et le lendemain, il y avait un match amical. Parce qu'il fallait qu'un petit peu d'argent revienne dans la caisse du club. Et jamais on ne se sentait fatigué, car lorsque l'entraîneur, que ce soit Henri Rossler ou après Albert Batteux, nous disait « tu ne feras qu'une mi-temps », on avait l'impression que le dimanche d'après, on n'allait pas jouer. Alors, dans la mi-temps qu'on avait à faire, on faisait plus que le maximum. Tout comme en équipe de France, au sein du stade de Reims, Robert Jonquet est un capitaine apprécié. Ses qualités d'homme couronnent l'ensemble. J'étais habitué à Reims, j'ose pas dire que je connais tous les gens de la ville, mais presque tous les gens de la ville me connaissaient à cette période-là. Je ne voyais pas la raison pour laquelle j'allais m'embarquer ailleurs. Pour moi, il n'y avait pas de raison de partir. Robert Jonquet a été un fervent adepte de l'athlétisme. Il y a puisé une grande technique, y a trouvé détente, vitesse, fond. Il tire l'essentiel de ses moyens physiques.
il joue plus en finesse qu'en force. Clairvoyant, il est doté d'un jeu de tête exceptionnel et d'une excellente frappe de balle. L'un des hommes de base pour le voyage en Suède. Son entente avec l'un des autres demi-tricolores, Jean-Jacques Marcel, est parfaite. Ce joueur natif de Brignoles dans le Var fait déjà figure d'ancien dans cette équipe de France et sa première sélection en 1953 reste l'un de ses plus beaux souvenirs. Dans un souvenir pour un match international, c'est la première sélection. Toujours. C'est toujours la première sélection. Vous savez, nous étions contre le pays de Galles et M. Paul Nicolas en a sélectionné 3 ou 4 d'un coup, alors ça faisait beaucoup. Et tout le monde se faisait un petit peu de soucis. Alors, comme il y avait deux Sochaliens, il y avait Cargu, tout ça, nous nous tenions un petit peu sur la réserve dans un coin. Mais comme nous étions 4 ou 5 quand même, entre nous, nous nous réconfortions. Et tout s'est très bien passé puisque nous avons gagné 6-1. Milutinovic est aux prises avec Jean-Jacques Marcel. Et en couvrant bien sa balle, il passe à Vukas, qui relance l'attaque, et Veselinovic marque le but pour la Yougoslavie. Il y a 24 minutes que l'on joue, 1-0 à la mi-temps. Et les Yougoslaves attaquent encore. Salut aux sportifs de France, dit une pancarte noyée au milieu des 80 000 spectateurs massés au stade Dynamo de Moscou. Attaque des Français par Marcel, qui est bousculé, et Salnikov, le Russe, prend la balle. Mais Marcel la lui reprend, sous les yeux de Nicole Courcelles, Dany Robin, Daniel Darieux et Gérard Philippe. Le troisième homme de la ligne des demi est Armand Pinverne. Solide breton du Morbihan, c'est un véritable demi très complet, excellent défenseur. Il se montre déterminé dans toutes ses attaques de balles. Jamais battu, c'est un vrai meneur d'hommes. Depuis 1946, il appartient au stade de Reims, où d'entrée, il s'est imposé aux côtés de Flamion ici. Mais aussi de Roger Marche, de Robert Jonquet et d'Albert Batteux, bien sûr. Reims, c'est aussi pour lui le bonheur avec Christiane, ce qui n'empêche pas l'équipe de France. La première sélection, c'est l'Allemagne à Paris. L'Allemagne, un gros morceau. Lazare Giannessi, d'ailleurs, faisait sa rentrée. Raymond Coppa faisait sa rentrée aussi. Et Joseph Ujlaki. On était donc 4 ou 5 nouveaux. On a toujours eu affaire à des gens qui étaient intelligents, qui étaient là, qui se rendaient compte quand même que c'était une chance de jouer en équipe de France. Et puis, il fallait la savourer. Égalisé. Premier terre est battu. Mais Pinverne sauve in extremis. Roger Marche est son aîné de 2 ans. Il a vécu toute son adolescence dans les Ardennes, où est allé le chercher Pierre Perchat, éminence grise du stade de Reims. Et c'est donc dans la cité champenoise qu'il a effectué ses débuts professionnels avant de passer au Racing Club de Paris. Cette attaque de l'ailier gauche Carlier aurait peut-être fait mouche si le crâne dégarni de Roger Marche ne s'était trouvé sur la trajectoire de la balle. Elle revient dans le camp parisien, cette balle, mais Roger Marche aussi, et avec lui toute la défense du Racing. On ne s'affole pas dans les tribunes. À preuve. Ça va, mon brave Roger, ça va toujours, ça pousse toujours, et toi, oui, ça va? toujours autant que vous, je crois. Oui, hein, ça va, oui, très bien. Oui. Tu es content de ta partie? Oui, on est très content d'avoir fait match nul là-haut, parce que pour nous, match nul là-bas, c'est une grande victoire pour nous. C'est à Lyon-Villeurbanne, au poste de PDG de la société Paredes, que nous avons retrouvé André Leron. Homme modeste d'une très grande courtoisie, des qualités qu'il promenait déjà sur les terrains de football. J'ai donné mes premiers coups de pied dans un ballon à Coutainville, dans la Manche. Et je dirais un peu par hasard, il manquait un gaucher dans cette équipe. J'étais en quelque sorte le bouche-trou de l'équipe. Il fallait un ailier gauche et on m'a désigné comme ailier gauche. Puis par la suite, un de mes camarades qui jouait à l'époque demi-centre est tombé malade et on a cherché un remplaçant. J'ai immédiatement levé la main, posé ma candidature qui a été acceptée. C'est à partir de ce jour-là que j'ai pu m'épanouir dans ce sport. Je dirais que mon épanouissement est dû aussi très certainement au fait que j'ai perdu très tôt mon père à l'âge de 7 ans et demi, ma mère à l'âge de 13 ans et demi, et que me retrouvant seul très tôt et très jeune, j'ai trouvé dans le sport une sorte de défoulement qui m'a permis de m'exprimer
et de m'extérioriser. Champion du monde militaire, le trophée lui est remis par le général Zeller. Déjà, il mène sa carrière à l'Olympique lyonnais avec une sagesse et une discrétion qu'il partage avec Jeanne, qui deviendra son épouse. Et c'est à Budapest que les sélectionneurs font appel à lui une première fois. Tout comme le rond, l'Alsacien Raymond Cahelbel est l'un des hommes de base de la défense française. Mon premier match, c'était à la Coupe du Monde 54 contre la Suisse. Et puis, en plus, je devais remplacer un joueur qui s'appelait Roger March, au poste d'arrière gauche. Et puis bon, comme c'était pas loin de Colmar, j'avais beaucoup de supporters. Malheureusement, on a perdu le match 1-0, mais bon, c'était donc ma première sélection. Contesté en Suisse en Coupe du Monde pour la rudesse de ses tacles, la presse se rend compte bientôt qu'elle s'est trompée et que Cahelbel constitue une fortune pour une équipe. À Monaco, on adopte vite cet Alsacien dont l'accent vient du fond du cœur. Il est l'un des joueurs les plus solides de France. On ne passe pas souvent Cahelbel, et quand on l'a passé, il faut encore résister à son retour, car il ne s'avoue jamais vaincu. Sans contredit, il obtient son deuxième passeport pour une Coupe du Monde. Autre Alsacien de l'équipe de France, le gardien François Remetter. Un différend financier qu'il a opposé aux dirigeants de Sochaux l'a écarté de la division 1 et de l'équipe de France. À Bordeaux qu'il accueille, il est en division 2. Mais la classe parle et Remetter, fait sans précédent pour un joueur de division 2, retrouve l'équipe tricolore. M. Paul Nicolas, il a pris contact avec M. Darchamp, président des Girondins de Bordeaux à ce moment-là, qui est très extraordinaire, a dit François Remetter, François appartient à la France. Que vouliez-vous que je dise? Au club du Tillot, petite localité des Vosges, il retire ses meilleurs souvenirs de jeunesse. C'est là-bas qu'il connaît l'une des grandes joies de sa vie. En 1953, il sera international. Le stade de Colombe a fait le plein pour le match France-Yougoslavie. 1-0 à la mi-temps. Et les Yougoslaves attaquent encore. Plus précis, meilleur technicien, il se heurte aux Français plus volontaires, plus effectifs. Et Remetter fait d'un coup très dur à la passe son audace étonnante. Des minutes passent. Les Français attaquent par le centre. Piantoni chute, Béhara arrête, passe à son demi Jubenovic qui lance son ailier gauche. Centre, Remetter en pleine forme arrête encore. Appelé à le suppléer, Claude Abbe est gardien de but de l'AS Saint-Étienne. Il a obtenu en 1957 le titre de champion de France avec les Verts. Abbe n'a jamais reculé devant le danger. Il a dû sa première sélection en 1957 au forfait de Colonna face à la Belgique, match qui qualifiait l'équipe de France pour la Suède. Quelques jours après, héros malheureux d'Angleterre-France à Wembley, son courage tranquille forçait l'admiration. En Suède, il répondra présent. À Reims, comme en équipe de France, Albert Batteux reste l'inamovible entraîneur. Capitaine de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe de France avec le Stade de Reims, Batteux a le culte du beau jeu. Sa méthode portait à un capitaine de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe de France avec le Stade de Reims, Batteux a le culte du beau jeu. Sa méthode portée à un art par Coppa est ce que le football français a fait de mieux sur le plan tactique. En Suède, son adjoint est Jean Snella. Leur entente avec Paul Nicolas est parfaite. Paul Nicolas. Ici, avec son frère, fit d'abord les beaux jours du lycée de Beauvais. En équipe de France, dans les années 20, il s'imposa comme patron de la ligne d'attaque. Il n'avait que 18 ans. Avec le Red Star, il gagna la Coupe de France. Ses équipiers s'appelaient Gamblin, Chérigues, la belle époque. Sélectionneur unique de l'équipe de France, il s'est insufflé à ses tricolores le sens de la représentation nationale. Il a acquis la confiance des joueurs et entraîneurs.
ils rêvent d'une grande équipe en Suède. Les 22 joueurs sélectionnés s'envolent vers Stockholm le 20 mai. Leur premier match aura lieu le 8 juin. De Stockholm, ils vont se rendre à Kopparberg. L'accueil est chaleureux et pourtant, on disait les Suédois réservés. Fontaine, comme les autres, n'a pas oublié sa canne à pêche. Une réception chaleureuse les attend dans le hall de leur hôtel. Les dirigeants français ont déjà tout exploré. 2 terrains de football sont mis à la disposition des joueurs. Toutes les conditions idéales sont réunies sur le plan du travail technique et physique, dans un décor majestueux. Pour l'heure, place à la détente. Coppa, le dernier à rejoindre la délégation, est frappé par l'atmosphère de franche camaraderie qui règne chez les sélectionnés. Marian Wisniewski met à profit ses loisirs pour s'initier au travail du bois. Monsieur Paul Nicolas, qui était certainement un des plus grands du football, comme animateur, comme directeur, comme psychologue, nous a dit, dès notre arrivée à Kopparberg, voilà, il y a 2 solutions. Ou nous venons ici pour faire la fête, et je serai avec vous. Ou alors il y a une 2e solution. Nous venons pour travailler, pour engager une grande carrière en Coupe du Monde, et là je serai encore plus avec vous. Au lendemain de son arrivée, les autorités de Kopparberg convient l'équipe de France à s'initier au Smørgåsbod, une table de hors-d'œuvre composée de harengs et de poissons froids. Ce sera leur seul contact avec la cuisine suédoise. L'entraînement en Suède relève surtout du domaine physique. Jamais Albert Batteux n'a dirigé de séance menée aussi rondement par les joueurs. Car les footballeurs eux-mêmes imposent un rythme et une intensité plus grande que celle que les entraîneurs ont prévues. C'est donc une équipe qui, comme si elle reprenait une saison nouvelle avec le plaisir de jouer, si vous voulez, qu'on n'a plus à la fin d'une saison, mais qu'on retrouve au bout d'une dizaine de jours aussi. Quand on est privé de ballon pendant 10 jours, pour un footballeur, de suite, on a envie d'avoir le ballon. Et cette équipe de France qui est partie en Suède avait envie au moins de jouer au foot. On disputait la Coupe du Monde à fortiori. Alors, cette équipe-là est partie avec aussi un assez bon moral dans la mesure où personne ne lui donnait une chance de réussir quoi que ce soit. Et on disait, on a lu quelque part que cette équipe était arrivée une des premières, sinon la première en Suède, que c'était tout à fait normal, c'était intelligent de la part des dirigeants, parce qu'ils savaient que cette équipe serait la première à repartir. C'est pareil, là, on disait, par exemple, sur un thème, on va faire aujourd'hui de la vitesse, on va faire ceci, on va faire cela, mais combien... C'était les joueurs qui entraînaient les entraîneurs, si j'ose dire, par leur enthousiasme. 10 jours après l'arrivée en pays nordique, un accident se produit. René Bliard se blesse à la cheville. La mort dans l'âme, il regagne la France, remplacé au sein des 22 joueurs par le monégasque Raymond Bello. Juste Fontaine devient donc titulaire indiscutable au poste d'interdroit. Il reste 8 jours avant le premier match contre les Paraguayens. Un homme les espionne, Jean Snella. Lorsqu'il nous décrivait la manière dont jouait un adversaire, c'était absolument remarquable. Il nous le dépeignait d'une façon très très juste. Et ça était un très grand atout pour nous. En présence du roi Gustave Adolphe, se déroule au Rasunda Stadium de Stockholm la cérémonie d'ouverture de la 6e Coupe du Monde. La France joue à Norrköping contre le Paraguay. Et d'entrée Kael Bell, par cette faute sur Ré, va permettre à l'ailier gauche Amarillia d'ouvrir le score sur coup franc direct. Les Français commencent mal. Ils ne restent cependant pas sans réagir. Fontaine, se ruant dans un espace libre, égalise en surprenant toute la défense sud-américaine sur un dégagement de Leron. Et les tricolores n'hésitent pas sur leur lancée. Coppa lance Fontaine qui exploite cette belle passe en profondeur. 2-1.
Mais les Paraguayens, sur pénalty, vont rétablir l'équilibre 2-2. Un but obtenu une nouvelle fois par l'ailier gauche Amarilla. Les Paraguayens peuvent toujours croire en leur chance. Chance accrue par un nouveau but de leur attaquant Romero. C'est alors que l'attaque française et surtout la triplette centrale Coppa, Fontaine, Piantoni se déchaîne. En 19 minutes, les Français vont marquer 4 buts. Reprise de volée de Piantoni du gauche, c'est du football de grande classe. Wisniewski marque à son tour, exploitant un coup franc tiré par Coppa. Et Fontaine inscrit son 3e but à la suite d'une série de passes redoublées avec Piantoni. Coppa ne veut pas être en reste. Sur passe de Fontaine, il marque à son tour. Du genou, s'il vous plaît. Et alors que le Paraguay réduit le score en marquant au total 3 buts, Vincent, sur un excellent service de Coppa, porte le score final à 7-3. Fontaine est déjà le meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Mais les Français ont pris de gros risques physiques. Marcel, en neutralisant Parodi, s'est blessé. Il renonce au match suivant. Coppa souffre du genou, mais le moral ne faiblit pas. Et la pêche permet d'oublier que le prochain adversaire est tout simplement la Yougoslavie. La bête noire de l'équipe de France, celle qui l'a sortie de la Coupe du Monde précédente. Un gros poisson en vérité. On avait pris une fois une carpe, on l'avait mis dans la barque, on a failli chavirer tellement elle était grosse parce que là-bas ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas beaucoup, tout au moins ils ne pêchent pas ce genre de poisson, quoi. On avait sorti des poissons mais c'était pas possible. Avec Jonquet on avait même rempli la baignoire de l'hôtel de perches. Mais alors, des perches énormes et tout. C'est un peu ridicule parce qu'elle était obligée de les rejeter après. Mais c'était le plaisir d'attraper ce poisson et puis d'être ensemble aussi. C'est ça. Parce que j'avais pas de gaule, alors bon, je pêchais avec Vincent. Et puis un jour, il m'a donné un peu de fil et tout, un hameçon. Et ce que je faisais, bon, je me suis assoupi un peu, parce que ça vraiment, je n'étais pas pris pour ça. Je me suis accroché le fil au bout de l'orteil, et à chaque fois que ça mordait, ça me réveillait. Voilà. Contre la Yougoslavie, la France est battue alors qu'elle méritait de vaincre. Rien n'est perdu pour les Français, qui sont opposés dans leur poule à l'Écosse. Gagner ce match, et c'est la qualification pour les quarts de finale. Piantoni va marquer, puis Fontaine, et la France l'emporte par 2-1. Le cap des 8e de finale est passé, c'était inespéré. Les tricolores reçoivent l'hommage de la France tout entière par le canal de milliers de cartes postales. Nous avons gagné ce soir, lance Fontaine à Nelly. Christian Coppa reçoit le même message. Quant à Jonquet et Vincent, ils trouvent les Suédoises bien agréables. Comme on les comprend. En quart de finale, la France est opposée à l'Irlande du Nord. Les Français sont plus que jamais déterminés. Sur une passe très courte de Fontaine, Wisniewski se rabat et triomphe de Greg par un tir décoché sous un angle extraordinairement réduit. Les Irlandais doivent sortir du béton où ils se trouvent englués. Ainsi, Coppa va servir Pinverne qui centre vers Fontaine, lequel va reprendre la tête pour laisser Greg sans réaction. Le 3e but est salué comme un véritable chef-d'œuvre. Coppa se libère de 2 adversaires, feint de passer à Wisniewski et adresse le ballon à Fontaine démarqué au centre. Fontaine prend à contre-pied ses ultimes opposants. Court, crochet et balle dans les filets. Coppa est encore à l'origine du dernier but français.
Il lance Piantoni avec un nouveau dribble remarquable et celui-ci conclut à bout portant 4-0, c'est le délire. La presse, qui vouait à l'autodafé l'équipe de France avant son départ, ne s'arrête plus dans les superlatifs. 8e de finale, quart de finale et maintenant demi-finale, comme l'obstacle contre l'Irlande du Nord apparu facile. Pour nous, ce match-là, on le prenait vraiment avec une telle facilité, avec l'esprit libre, que finalement, on a gagné 4-0 facilement. C'est certainement le match le plus facile qu'on ait joué de cette Coupe du Monde. C'était le quart de finale. La France tout entière se mobilise. Le président de la République, M. René Coty, prend ses repas à l'Élysée devant son écran. Et alors que l'entraînement devient une promenade de santé en Suède, en France, la vente des téléviseurs augmente de 20%. Le prochain adversaire de la France n'est rien d'autre que le Brésil. Et cela n'entame en rien le moral des joueurs qui continuent à s'adonner aux joies simples tout en maintenant un excellent esprit de camaraderie. Je crois que c'était Juste Fontaine qui avait amené un tourne-disque et puis on chantait les succès du moment, quoi. Faut pas vous chanter, non? Non, mais je me rappelle quand même qu'il y avait Buonasera et tout. Et sans arrêt, on chantait ça. Et puis, bon, c'est des chansons, des fois, à la radio, j'entends ça. Tout de suite, je pense à la Suède, quoi. Le Brésil, super favori de la Coupe du Monde. Les Français sont prêts. Mieux, Wisniewski, décontracté, s'est endormi dans le quart qui les emmenait au stade. Fontaine, meilleur buteur. Et les Brésiliens vont éprouver leurs premières inquiétudes devant ces étonnants tricolores. Ils paraissent cependant libérés dès la 2e minute par Vava qui laisse Claudab sans réaction. Ce premier but n'abat nullement les Français. 6 minutes plus tard, ils obtiennent le but égalisateur. Copa, l'égal des virtuoses brésiliens, lance Fontaine qui évite le gardien Gilmar, battu pour la première fois en Coupe du Monde. On a fait un 1-2 préparatoire au milieu de terrain avec Raymond et après je me suis enfoncé dans la défense. Le timing de la passe de Raymond, qui a été une passe croisée, est arrivé vraiment à l'endroit idéal. J'ai pris les défenseurs de vitesse. J'ai évité la sortie de Gilmar avec un crochet droit et j'ai tapé du gauche aussitôt. Et bien sûr, ça a été un but magnifique. Enfin, c'est celui qu'on remonte le plus souvent. Mais les épouses des joueurs exultent. Une joie de courte durée. Les Brésiliens attaquent sans cesse. Et bientôt, Robert Jonquet se blesse dans un choc avec Vava. Le petit Norbert Jonquet dans les tribunes est inconsolable. Je ne dis pas un accident de jeu, parce que Vava, c'était la 3e fois qu'il faisait le même geste. Les 2 autres fois, il était passé à côté. Cette fois-là, il a attrapé la jambe au passage, quoi. Jonquet, fracture du péroné, ne joue plus que les utilités. Le changement de joueur étant interdit, on assiste au glas des espérances françaises, avec ce but des 25 mètres de Didi. À la mi-temps, le score n'est encore que de 2-1, mais le combat est perdu. Par 3 fois, un jeune prodige noir de 18 ans, Pelé, triomphe de la résistance opiniâtre d'une défense aux prises avec une tâche surhumaine. La première fois sur un centre en retrait très sec de Vava, que vous avez vu détourné par Abbe. La seconde fois ici, au terme d'une splendide combinaison Garincha-Vava. La 3e, à la suite d'une passe aérienne en profondeur de Didi, qui va contrôler en pleine course avant d'effectuer un tir magistral. L'équipe de France a le mérite de s'accrocher jusqu'à la limite de ses forces pour éviter la déroute, que l'écrasante supériorité adverse semble rendre imminente. Beau raid de Piantoni, terminé par un excellent shoot croisé de 25 mètres à ras de terre. Didier Pinverne au vestiaire est le premier à consoler son père. Les tricolores peuvent garder la tête haute. Jamais le football français n'a été aussi grand. Désormais, il faut jouer la 3e place contre l'Allemagne. Armand Pinverne succède à Jonquet au capitanat de l'équipe.
tandis que le Nîmois Maurice Lafont le remplace au sein de la formation, Duys succédant pour sa part à Piantoni. Dès la 15e minute, Fontaine ouvre le score après une coopération Coppa-Duys. L'Allemand Sielarczyk égalise, mais l'offensive française, tel un rouleau compresseur, est en marche. Une admirable passe en profondeur et Wisniewski file vers le but assuré. L'Allemand Erhardt le fauche, penalty indiscutable, Coppa transfert. Coppa est aussi à l'origine de l'action que va conclure Wisniewski. Le tournant du match se situe là. Les tricolores prennent avec une certaine audace la direction du jeu, désorganisant totalement le réseau défensif adverse. Et nouveau but français. Helmut Rahn va parvenir certes à réduire le score en battant Claude Habe, malgré un angle de tir très réduit. Mais l'équipe de France peut tout à loisir augmenter son capital but à 2 reprises. Sur service de Wisniewski, Fontaine, regardez-le, perce la défense et marque. Schäfer, à la suite d'un coup franc concédé par Kaelbel, marque pour l'Allemagne. Et regardez dans un instant cet autre but de Fontaine qui seul parvient à conclure. Score 6-3, la France 3e de la Coupe du Monde. Le Brésil est champion. Mais comment oublier Raymond Coppa, ce mineur porté vers la lumière. Juste Fontaine, terreur des défenses. Roger Piantoni, si français et si fidèle. Jean Vincent et son sourire dans les yeux. Marian Wisniewski à l'univers peuplé de songes. Jean-Jacques Marcel, amoureux de l'amitié. Robert Jonquet, qu'on aimerait avoir à soi et garder pour soi. Armand Pinverne, au souffle inépuisable. André Leron, qui cultive humilité et amitié. Kaelbel, barrière infranchissable du 11 tricolore. François Remetter, dont le seul but était la cage. Claude Habe et son été de grâce. Albert Batteux, meneur d'hommes incomparables. Jean Snella et Paul Nicolas, trop vite disparus. Et tous les autres. Ainsi s'est écrite en 1958, dans un été de rêve, l'épopée de l'équipe de France de football en Suède.